Ils paieront 10% s'ils sont BRICS, parce que les BRICS ont été créés pour nous nuire. Les BRICS ont été créés pour dévaluer notre dollar et retirer notre dollar comme monnaie de référence, le remplacer comme standard. Et c'est très bien s'ils veulent jouer à ce jeu-là, mais moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Donc, toute personne faisant partie des BRICS aura une taxe de 10%. Est-ce que c'est immédiat, monsieur? Oui, assez rapidement. S'ils adoptent des comportements? Eh bien, s'ils sont membres des BRICS, ils devront payer une taxe de 10% rien que pour ça. Et ils ne resteront pas membres très longtemps. Je croyais que les BRICS étaient, vous savez, j'ai dit ça il y a environ un an, et ça c'est en grande partie dissous, mais il y en a encore quelques-uns qui restent. Mais je pensais que ça s'était en grande partie dissous. À mon avis, les BRICS ne représentent pas une menace sérieuse. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est de détruire le dollar pour qu'un autre pays puisse prendre le relais et devenir la référence. Et nous n'allons pas perdre ce statut de sitôt. Si vous avez un président intelligent, vous ne perdrez jamais ce statut. Si vous avez un président stupide comme le dernier, vous perdriez ce statut. Vous n'auriez plus le dollar comme. Et si nous perdions le dollar comme monnaie de référence mondiale, ce serait comme perdre une grande guerre mondiale. Nous ne serions plus jamais le même pays. Nous n'allons pas laisser cela arriver. Le dollar, tu as déjà entendu l'expression « le dollar est roi ». Le dollar est roi. Nous allons faire en sorte que ça reste ainsi. D'accord? Et je dis simplement que si des gens veulent défier, ils le peuvent. Mais ils devront payer le prix fort. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux soit prêt à payer ce prix-là. Trump a déclaré que des droits de douane supplémentaires de 10% seraient imposés aux pays soutenant la politique des BRICS. Quelle est la position de la Russie concernant la protection de ses intérêts face à d'éventuelles sanctions économiques des États-Unis? Vous avez dit que vous aviez 2 questions, mais moi je n'en ai qu'une. Pourquoi est-ce que ce sont les autres et non les régimes et hommes politiques américains qui doivent payer pour les erreurs des responsables précédents aux États-Unis? C'est une bonne question, non? Pourquoi le monde entier devrait-il payer pour l'état de l'économie américaine, pour ce qu'en ont fait ses dirigeants? Ces 15 dernières années, nous avons vu les démocrates libéraux américains se moquer du bon sens, de leur propre économie, et de leur propre peuple. Alors pourquoi ce serait le monde entier qui devrait en subir les conséquences? Pourquoi, par exemple, ne pas réclamer à Biden ou Obama un pourcentage de leur retraite ou de leur traitement aux États-Unis pour couvrir ne serait-ce qu'une partie des pertes et des dommages? Pourquoi pas? Pourquoi les peuples d'autres pays, notamment ceux qui ont été exploités pendant des siècles, devraient-ils une fois de plus payer pour que l'Occident, encore une fois, puisse continuer à prospérer? Je ne suis pas sûr que cette question doive rester rhétorique. Je pense qu'elle mérite une réponse concrète. Nous suivons bien sûr attentivement les actions des États-Unis dans le cadre de leur politique commerciale, y compris l'introduction de nouveaux droits de douane visant un certain nombre de pays, notamment nos partenaires des BRICS. Ce genre de rhétorique confirme une fois de plus que les États-Unis continuent d'utiliser les outils économiques et commerciaux, que ce soit sous forme de sanctions illégitimes ou de tarifs douaniers, comme un instrument de pression politique, tout en se couvrant de slogans sur la concurrence loyale ou la sécurité nationale. Il faut malheureusement constater que cette ligne de conduite détruit l'architecture actuelle de la coopération économique internationale. Elle viole grossièrement les règles de l'OMC ainsi que les principes du libre-échange, principes que, soit dit en passant, Washington défendait encore récemment comme des vérités universelles. Mais je dirais même plus, ce type d'hyper-protectionnisme, à mon avis, ne sert pas les intérêts des États-Unis eux-mêmes. Ils doivent chercher à accroître leur compétitivité de l'intérieur, en développant leurs ressources et réserves internes pour surmonter leurs propres crises, et non en s'affirmant éternellement aux dépens des autres, en résolvant leurs problèmes aux frais d'autrui. Une augmentation aussi radicale et injustifiée des droits de douane par la plus grande économie du monde représente un risque sérieux pour l'économie mondiale. Toutes les nations en ressentiront les effets. L'inflation mondiale va s'aggraver en raison de la restructuration des chaînes logistiques et de production, du déplacement des flux commerciaux, de déséquilibres sectoriels, de la baisse de la productivité, ainsi que d'une volatilité accrue sur les marchés financiers et énergétiques. Tout cela pourrait, au final, plonger le monde dans une récession globale. D'ailleurs, lors du dernier sommet des BRICS à Rio de Janeiro,
Tous les pays membres ont exprimé une inquiétude unanime face à la montée des mesures unilatérales, tarifaires et non tarifaires. Quant à l'impact sur la Russie, vous le savez bien, notre pays vit depuis longtemps sous les contraintes de sanctions, de barrières commerciales, de régimes restrictifs illégitimes, bref, une véritable guerre commerciale menée contre nous. Et à ce titre, nous possédons une expérience unique d'adaptation et de développement durable en situation de pression extérieure. La Russie continuera à renforcer sa souveraineté économique, à développer la coopération avec les pays qui adoptent une approche rationnelle, pragmatique et, surtout, respectueuse du droit et de la légalité. Ces indicateurs montrent que les BRICS dépassent toutes les autres unions. Notre union fait autorité dans le monde aujourd'hui, notamment pour la gestion des affaires mondiales. Il s'agit d'une voix solide pour défendre les intérêts de la majorité mondiale, pour se faire entendre sur la scène internationale. Les BRICS représentent les pays du Sud et de l'Est. Il s'agit d'un partenariat culturel ouvert, basé sur le respect mutuel et le respect de l'opinion des uns des autres. C'est ce qui s'est dit à Kazan, où a été pris une décision de partenariat pour notre union, pour créer une coopération concrète avec tous les pays intéressés. Et ces pays, aujourd'hui, sont au nombre de 10. Je souligne le fait que les BRICS, aujourd'hui, constituent un modèle différent de développement, avec des civilisations, des religions, des cultures différentes. Mettre en place des situations, nous voyons tous que le monde est en pleine évolution. Le système unipolaire des relations internationales fait partie du passé. Écoutez, honnêtement, je ne pense même pas devoir commenter cela parce que je ne considère pas qu'il soit responsable ou sérieux qu'un président d'un pays de la taille des États-Unis menace le monde via Internet. Ce n'est pas correct. Il doit comprendre que le monde a changé. Nous ne voulons pas d'un empereur. Nous sommes des nations souveraines. Et s'il pense qu'il peut imposer des tarifs douaniers, eh bien, les autres pays ont aussi le droit de faire de même. Il existe un principe de réciprocité. Du moins, c'est ce que je crois. Je trouve que c'est très mal avisé et extrêmement irresponsable de la part d'un président d'aller menacer les autres sur les réseaux sociaux. Franchement, il existe d'autres moyens et des forums appropriés pour qu'un président d'un pays aussi important que les États-Unis s'adresse aux autres nations. Écoutez, je ne vais pas commenter cette histoire entre Trump et Bolsonaro. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer que cela. Ce pays a des lois, ce pays a des règles, et ce pays n'a qu'un seul propriétaire, le peuple brésilien. Alors, qu'ils s'occupent de leurs affaires, pas des nôtres. Au sein des BRICS, nous sommes convaincus que nous ne voulons plus d'un monde sous tutelle. Nous ne voulons plus de guerre froide, nous ne voulons plus de non-respect de la souveraineté, et nous ne voulons plus de guerre. C'est pourquoi nous discutons sérieusement de la nécessité d'un changement structurel, y compris dans la Charte des Nations Unies. Et le plus grave, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui devrait servir de modèle pour prévenir de telles guerres, a en réalité été l'un des principaux promoteurs, à commencer par la guerre en Irak, l'invasion de la Libye, et la mort de Kadhafi. Nous devrons créer des conditions, car chaque année nous allons à l'Assemblée générale de l'ONU, et chaque président prononce le discours qu'il veut, puis s'en va. Ils n'écoutent personne d'autre. C'est comme un centre commercial idéologique. Chacun vend ce qu'il veut, achète ce qu'il veut, sans aucune obligation d'écouter ou de s'engager. En d'autres termes, l'ONU doit organiser une véritable conférence pour discuter sérieusement de la question des guerres. Le monde doit trouver un moyen pour que nos relations commerciales ne passent pas nécessairement par le dollar. Quand c'est avec les États-Unis, bien sûr, cela passe par le dollar. Mais quand c'est avec l'Argentine, ce n'est pas obligatoire. Quand c'est avec la Chine, ce n'est pas obligatoire non plus. Quand c'est avec l'Inde, ce n'est pas obligatoire non plus. Et quand il s'agit de l'Europe, on parle de l'euro. En d'autres termes, personne n'a jamais décidé que le dollar devait être la monnaie de référence mondiale. C'est simplement arrivé comme ça. Évidemment, nous avons la responsabilité d'avancer avec beaucoup de prudence. Nos banques centrales doivent discuter de cela avec les banques centrales des autres pays. Mais c'est quelque chose dont on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Suivant. Nous renforçons également la sécurité dans l'hémisphère occidental et reprenons le contrôle du canal de Panama face à l'influence malveillante de la Chine. Après tout, c'est un terrain stratégique. La Chine n'a pas construit ce canal, c'est nous qui l'avons fait. Et nous n'autoriserons pas la Chine à l'utiliser comme une arme ou à le contrôler. La dissuasion commence dans notre propre arrière-cour. Mais au-delà de nos frontières et de notre voisinage, nous nous réorientons pour dissuader l'agression de la Chine communiste. Nous en parlerons un peu plus dans un instant. Mais ailleurs, à travers le monde, nous collaborons avec nos alliés. Nous leur donnons les moyens d'agir et nous les responsabilisons, parfois avec une fermeté bienveillante, mais toujours avec bienveillance. Nous incitons nos alliés en Europe à prendre davantage en charge leur propre sécurité, à investir dans leur défense, des mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps. Nous croyons toujours que le N de l'OTAN signifie Atlantique Nord et que nos alliés européens devraient maximiser leur avantage comparatif sur le continent. Et grâce au président Trump, ils passent à l'action. Une alliance ne peut pas être inébranlable si, en réalité ou en perception, elle est considérée comme déséquilibrée. Cela est en train de changer et c'est très important. Et à mesure que nos alliés partagent la charge, nous pouvons accroître notre attention sur l'Indo-Pacifique, notre théâtre prioritaire. Vous voyez, ici dans l'Indo-Pacifique, nos avenirs sont liés. La prospérité et la sécurité du peuple américain sont liées à celles de vos peuples. Nous partageons votre vision de la paix et de la stabilité, de la prospérité et de la sécurité. Et nous sommes là pour rester. Et en fait, nous sommes ici ce matin alors que quelqu'un d'autre ne l'est pas. Mais pendant une génération, les États-Unis ont ignoré cette région. Nous avons été détournés par des guerres sans fin, des changements de régime et la reconstruction de nations. J'étais aux premières loges en tant que soldat en Irak et en Afghanistan. Ces détours coûteux manquaient d'objectifs clairement définis et n'étaient pas liés aux intérêts vitaux et fondamentaux de l'Amérique. Le président Trump est en train de changer cela. Nous ne commettons pas les mêmes erreurs, pas cette génération et pas maintenant. Nous en avons fini avec cette approche. Nous nous concentrons sur les résultats pour le peuple américain, sur la protection de sa sécurité, sur la défense de ses intérêts économiques et sur l'utilisation du bon sens pour préserver la paix dans l'Indo-Pacifique. Vous savez, en me tenant ici à Singapour, je pense que cette approche s'accorde assez bien avec le style pragmatique du légendaire Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. En l'espace de 3 décennies, il a fait de ce pays l'un des centres mondiaux les plus importants de la finance et de l'innovation. À l'image du défunt Premier ministre, l'approche du président Trump repose sur le bon sens et les intérêts nationaux, s'appuie sur une volonté de collaborer avec les autres tout en respectant l'intérêt mutuel et se fonde sur une compréhension de la puissance militaire, mais privilégie l'engagement basé sur le commerce et la souveraineté et non sur la guerre. Ces deux hommes historiques partagent la volonté de remettre en question les anciennes méthodes qui n'ont plus de sens. Nous refusons d'accepter tout paradigme qui rendrait le conflit inévitable. Comme l'a dit le président Trump à Riyad, dans un discours historique en Arabie Saoudite, l'Amérique n'a pas et ne cherche pas à avoir d'ennemis permanents. Sous la direction du président Trump, nous appliquons cette approche de bon sens à la défense ici dans l'Indo-Pacifique et partout dans le monde. Et nous pensons que les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme je l'ai mentionné, le président Trump incite les alliés européens à prendre en main leur propre défense. Il conclut de nouveaux accords commerciaux plus équitables qui protègent les Américains tout en offrant une base durable et sûre pour le commerce, sans oublier des chaînes d'approvisionnement résilientes, antifragiles et fiables pour nos besoins de défense comme pour les vôtres. Il rééquilibre également les accords de sécurité et de défense avec des alliés clés de la région. Cela nous permet à tous de bénéficier de la paix et de la stabilité qu'apporte une présence américaine forte et durable ici dans l'Indo-Pacifique. Ces avantages se multiplient d'autant plus lorsque nos alliés et partenaires sont eux aussi forts. Comme l'a également dit le président Trump à Riyad, les États-Unis ne s'intéressent pas à l'approche moralisatrice et donneuse de leçons de la politique étrangère du passé.
Nous ne sommes pas ici pour faire pression sur d'autres pays afin qu'ils adoptent des politiques ou des idéologies. Nous ne sommes pas ici pour vous faire la leçon sur le changement climatique ou les questions culturelles. Nous ne sommes pas ici pour vous imposer notre volonté. Nous sommes tous des nations souveraines. Nous devrions être en mesure de choisir l'avenir que nous voulons construire. Nous vous respectons, vous, vos traditions et vos forces armées, et nous voulons travailler avec vous là où nos intérêts communs convergent pour la paix et la prospérité. Sur cette base solide d'intérêts mutuels et de bon sens, nous construirons et renforcerons nos partenariats de défense afin de préserver la paix et d'accroître la prospérité. Mais une menace se profile. Comme nous le savons tous, la force et la sécurité sont le fondement de la paix et permettent la prospérité. Et notre approche pragmatique pour atteindre la sécurité, parvenir à la paix par la force, exige de voir les choses avec une clarté absolue. Cela nécessite d'affronter la vérité évidente concernant les menaces auxquelles nous faisons face dans l'Indo-Pacifique, et cela exige de répondre à ces menaces avec un véritable sentiment d'urgence. Alors, avant d'aborder ces vérités difficiles et pour nous assurer, à l'attention de nos amis de la presse, que nos propos ne soient pas déformés, comme c'est si souvent le cas. Permettez-moi de commencer en disant que nous ne cherchons pas le conflit avec la Chine communiste. Nous n'allons pas provoquer ni chercher à subjuguer ou à humilier. Le président Trump et le peuple américain ont un immense respect pour le peuple chinois et sa civilisation. Mais nous ne nous laisserons pas évincer de cette région cruciale et nous ne permettrons pas que nos alliés et partenaires soient subordonnés ou intimidés. La Chine cherche sans aucun doute à devenir une puissance hégémonique en Asie. Elle espère dominer et contrôler trop de parties de cette région dynamique et essentielle. Par son immense renforcement militaire et sa volonté croissante d'utiliser la force pour atteindre ses objectifs, y compris par des tactiques de zone grise et la guerre hybride, la Chine a démontré qu'elle souhaite fondamentalement modifier le statu quo régional. Nous ne pouvons pas détourner le regard et nous ne pouvons pas l'ignorer. Le comportement de la Chine envers ses voisins et le reste du monde est un signal d'alarme et un signal urgent. La Chine utilise ses vastes et sophistiquées capacités cybernétiques pour voler des technologies et attaquer des infrastructures critiques dans vos pays comme aux États-Unis. Ces actions ne compromettent pas seulement nos pays, elles mettent aussi en danger la vie de nos citoyens. En mer de Chine méridionale, la Chine harcèle ses voisins, dont beaucoup sont présents ici aujourd'hui. La Chine cherche à vous intimider dans vos propres eaux. Nous avons tous vu les vidéos et les photos des canons à eau, des collisions entre navires et des abordages illégaux en mer. Nous assistons également à la saisie illégale et à la militarisation de terres en mer de Chine méridionale. Ces actions révèlent un manque de respect envers les voisins et remettent en cause la souveraineté, la liberté de navigation et de survol. Nous observons de très près les actions déstabilisatrices de la Chine. Et toute tentative unilatérale de modifier le statu quo en mer de Chine méridionale et dans la première chaîne d'îles par la force ou la coercition est inacceptable. Chaque jour, vous le voyez, l'armée chinoise harcèle Taïwan. Ces activités s'accompagnent d'une modernisation et d'un renforcement militaire rapide de la Chine, comprenant d'énormes investissements dans les armes nucléaires, les armes hypersoniques et les capacités d'assaut amphibie.
Il doit être clair pour tous que Pékin se prépare de manière crédible à utiliser potentiellement la force militaire pour modifier l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique. Nous le savons, c'est public, Xi a ordonné à son armée d'être capable d'envahir Taïwan d'ici 2027. L'APL construit l'armée nécessaire pour y parvenir, s'entraîne chaque jour et répète pour le jour J. L'amiral Paparo s'est exprimé très clairement à ce sujet à de multiples reprises. Encore une fois, pour être clair, toute tentative de la Chine communiste de conquérir Taïwan par la force aurait des conséquences dévastatrices pour l'Indo-Pacifique et le monde. Il n'y a aucune raison d'édulcorer la réalité. La menace que représente la Chine est réelle et elle pourrait être imminente. Nous l'espérons que non, mais cela pourrait tout à fait arriver. Face à ces menaces, nous savons que de nombreux pays sont tentés par l'idée de rechercher à la fois une coopération économique avec la Chine et une coopération en matière de défense avec les États-Unis. C'est pour beaucoup une nécessité géographique. Mais méfiez-vous de l'influence que le PCC cherche à obtenir par cet enchevêtrement. La dépendance économique à l'égard de la Chine ne fait qu'accentuer leur influence néfaste et complique nos marges de manœuvre en matière de défense en période de tension. Personne ne sait ce que la Chine fera au final, mais elle se prépare et par conséquent, nous devons nous aussi être prêts. L'urgence et la vigilance sont notre seule option au sein du département de la Défense avec nos alliés. Car les États-Unis, en particulier sous la présidence de Donald Trump, ne cherchent pas la guerre. Nous ne cherchons pas à dominer ou à étouffer la Chine, à l'encercler ou à la provoquer. Nous ne cherchons pas à changer de régime, ni à provoquer ou manquer de respect à une culture fière et historique. Nous serons prêts, mais nous ne serons pas imprudents. Au contraire, nous recherchons la paix. Mais nous devons nous assurer que la Chine ne puisse pas nous dominer, ni nos alliés et partenaires. Maintenir le statu quo exige de la force. En juin 2025, l'Ukraine a officiellement inauguré son ambassade à la capitale de la Mauritanie, Nouakchott, marquant l'une de 8 nouvelles missions diplomatiques africaines destinées à étendre son influence et son soutien dans la région du Sahel. Les Ukrainiens sont là, en train de faire un travail énorme, manifestement après avoir réalisé que leur influence n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Vous savez, à un moment donné, quand on demandait de voter contre la Russie, beaucoup de pays africains s'y sont opposés. Nombreux s'y sont absentés d'ailleurs pour sauver la face. Et l'Ukraine certainement a décidé de faire un travail énorme dans ce cas. Alors cette ouverture marque quoi? Cette ouverture, évidemment, souligne l'intention de Kiev de renforcer ses liens politiques, économiques, commerciaux, énergétiques, agricoles, miniers, technologiques, culturels, éducatifs avec la région. Ok? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour l'Ukraine ou ça a pour but de contrer la présence russe? Alors les Ukrainiens sont là, ils ont donné à manger aux Mauritaniens, ah oui, vous avez bien entendu, dans leur programme Grain from Ukraine. C'est une initiative humanitaire lancée par le président Volodymyr Zelensky à la fin des années 2022, évidemment en réponse à la crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Monsieur Zelensky a créé ce programme qu'on appelle Grain from Ukraine, pour objectif d'aider des gens, enfin aider des pays en difficulté. On va découvrir tout de suite quels sont les pays qui sont ciblés dans cet égard. L'objectif du programme, c'est de lutter contre la faim. Lutter contre la faim dans les pays africains et asiatiques. C'est quand même intéressant parce que ça me rappelle du voyage effectué par quelques présidents africains, vous vous souvenez, qui sont partis en Europe pour discuter avec Zelensky et Poutine dans l'objectif d'arrêter la guerre. Juste au début, si vous vous en souvenez, il y avait aussi le président Macky Sall, y compris le président sud-africain à l'époque. À leur arrivée, il y avait un diplomate ukrainien qui disait que ce problème était au-delà des compétences des Africains. La délégation africaine n'avait aucun objectif de régler le conflit ou de trouver une solution. Évidemment, ce n'est pas leur tâche. Ce n'est pas de leur ressort ni de leurs compétences. Ils veulent simplement figurer à l'agenda médiatique et résoudre leurs propres problèmes, comme augmenter la quantité de ressources qu'ils reçoivent principalement de la Russie, y compris l'approvisionnement alimentaire. La chose la plus importante qu'ils devaient faire était de remplir la mission d'information en faveur de la Russie, en affirmant qu'ils ne voyaient aucun missile dans le ciel, que tout cela n'était qu'une abstraction, une fabrication.
C'était une tentative primitive de gagner la guerre de l'information. Au-delà des compétences des Africains, c'est-à-dire que les Africains sont là en effet pour chercher à manger. Ils sont là pour chercher à manger. Ils sont là pour la nourriture. C'est au-delà de leurs compétences. Ce n'est pas de leur niveau. Quand vous regardez la personne qui parle, même en âge, en comparaison avec Cyril Ramaphosa par exemple, il n'y a pas match. Okay. Ramaphosa, c'est un multimilliardaire, il faut le dire en dollars. En plus d'être président de la République, ce n'est pas un monsieur parvenu venu de nulle part que l'on propulse ou qu'on catapulte au sommet de l'État comme beaucoup de personnes. Donc le monsieur disait, les Africains qui sont là n'ont pas les compétences pour gérer le problème que nous travaillons. C'est au-delà de leur niveau. Et ils sont là pour manger, ils sont là pour la nourriture. Et voir qu'il y a un programme qui a été effectué évidemment à cette époque, en 2022, Grain from Ukraine Initiative, pour objectif de lutter contre la faim, en particulier dans les pays africains et asiatiques. Je trouve que c'est quand même rabaissant, hein. Rabaissant surtout venant des pays qui reçoivent ces histoires. Alors, qui reçoit ces histoires? Principalement ici, on parle de la Mauritanie, on citera les autres pays aussi d'ailleurs. L'objectif, encore numéro 2, fournir des céréales ukrainiens aux nations exposées au risque de famine ou à une insécurité alimentaire grave. Les pays bénéficiaires ici, de 2024 à 2025, Éthiopie, Somalie, Yémen, Kenya, Soudan, Mauritanie. Parmi les pays qui sont bénéficiaires jusque-là. En mai d'ailleurs, mai de cette année ici, plus de 400 tonnes de pois cassés ont été livrés pour soutenir des repas scolaires et des camps de réfugiés en Mauritanie. 400 tonnes. En 2025, on reçoit toujours à manger venant de l'Ukraine. Et on veut qu'on soit respecté. Ça pose beaucoup de questions. Okay? C'était pour objectif de soutenir des repas scolaires, donc de la nourriture pour les enfants à l'école. Vous avez besoin de l'Ukraine pour nourrir vos enfants. Pourquoi vous en faites des enfants si vous ne pouvez pas les nourrir? Ah non, il faut qu'on se parle, il faut qu'on pose des questions. Et aussi les camps de réfugiés. Alors, dans ce camp de réfugiés, il y a qui? Il y a évidemment des gens qui, d'après la Mauritanie, sont maliens. D'après eux, il y a des centaines de milliers de Maliens qui sont en Mauritanie, d'après les Mauritaniens. Certains rapports disent que la majorité, en tout cas, une grande partie de ces personnes seraient séparatistes selon certains rapports. Donc, ce sont des Maliens qui font face à l'armée malienne aujourd'hui, dont la plupart, en tout cas, s'éclaboussent et fuient dans des pays limitrophes, y compris la Mauritanie. Si cette information est vraie, disons que les Maliens qui sont en Mauritanie sont séparatistes, c'est-à-dire que l'Ukraine est en train de fournir à manger, la nourriture, des éléments nécessaires aux séparatistes maliens. Là, évidemment, je vous rappelle, si ces personnes sont évidemment séparatistes maliens. Ma question ici est évidente. On a dit à la télévision que vous partiez pour chercher à manger et la nourriture. Mais vous recevez toujours à manger et la nourriture. N'êtes-vous pas en train de confirmer leur rhétorique? Okay? Parce que c'était dégradant quand même. C'était humiliant de dire que ces gens ne sont pas aptes à résoudre le problème que nous vivons en Ukraine aujourd'hui. C'est au-delà de leur niveau. Au fait, ils sont là pour la nourriture. Et puis vous partez et recevez quand même de la nourriture venant de ces personnes. Ne trouvez-vous pas que c'est quand même assez dégradant? Kiev propose aussi, les amis, des formations militaires aux forces mauritaniennes, en tirant parti de son expérience du champ de bataille contre l'influence mercenaire russe dans le Sahel. Donc Kiev a proposé des formations militaires aux Mauritaniens et à ceux qui sont présents qui veulent, en tirant de leur expérience dans les batailles contre les Russes. C'est dans quel objectif? Il est évident, la présence russe est dans le Sahel. Et pour ceux qui veulent résister à cette présence russe, nous avons les capacités, nous les combattants sur terrain, nous les connaissons, nous allons vous passer les connaissances nécessaires pour y arriver. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie large, alors que l'Ukraine cherche à s'imposer comme partenaire résistant à la force présence russe sécuritaire ministérielle dans la sous-région. Donc c'est ça. Je pense que nous sommes en train de bouger vers une direction où c'est évident, c'est une guerre exportée, n'est-ce pas? Je pense que c'est une guerre qui peut bien se résorber en Russie et en Ukraine, mais qui clairement, moi je soutiens ce genre ici, pendant que toi tu soutiens les autres. Pendant que toi tu soutiens ceux-là, moi j'irai soutenir ceux qui sont contre eux. Comme ça, vous voyez un peu. Je viens chercher les ennemis de tes ennemis, seront mes amis. Ok? Donc c'est dans ce cadre-là. Alors, quelle est la stratégie de l'Ukraine en Afrique actuellement? C'est une stratégie plutôt simple. L'ambassade en Mauritanie s'intègre dans la stratégie la plus large de la renaissance ukrainio-africaine avec l'ouverture des missions diplomatiques au Rwanda, au Botswana, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Ghana, en Tanzanie. C'est-à-dire tout ce pays dont je citais là-bas, l'Ukraine a ouvert ses ambassades. Est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine a ouvert ses ambassades après avoir découvert peut-être plus tard qu'il avait besoin d'influence en Afrique? Ou peut-on dire que l'Ukraine découvre peut-être qu'il n'avait pas assez d'influence? Pouvons-nous dans ce cas dire, pour une troisième fois, que l'Ukraine qui auparavant estimait que les Africains n'étaient pas tout à fait importants, on doit le dire, d'après l'histoire, on l'a bien vu, on l'a bien remarqué, parce que l'Ukraine
avant la guerre, avant 2022, n'avait que 10 ambassades, 10 représentations en Afrique. Maintenant, on a ouvert l'ambassade à Accra depuis décembre 2023, c'est après la guerre. En Côte d'Ivoire, avril 2024, après la guerre. En RDC, avril 2024, après la guerre. Mozambique, avril 2024, après la guerre. Botswana, avril 2024, après la guerre. Rwanda, 2024, après la guerre. Mauritanie, mai 2024. Alors, pendant ce temps, la Russie a plus de 30 ambassades avant la guerre et maintenant 48. 30 à 39 pendant ce moment-là et maintenant 48. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'on peut dire que la Russie a toujours été amie de l'Afrique depuis très longtemps. Partant de l'histoire, partant de la colonisation, ils ne sont jamais venus ou partis en Afrique pour essayer de coloniser. On peut dire cela, c'est vrai. Ils ont d'ailleurs soutenu beaucoup de peuples africains, y compris les Noirs de l'Afrique du Sud, qui ont reçu des entraînements, reçu des munitions, ceux de l'Angola aussi, pour résister aux oppresseurs. On peut en dire autant, dire pourquoi la Russie, qui dans le passé n'a jamais fait de mal aux Africains, a fait preuve d'empathie et de sympathie, deviendrait-il un ennemi plus tard? Beaucoup de personnes aussi, vous savez, au début de la guerre en Ukraine, on a vu tous des vidéos où beaucoup d'Africains se sont plaints. Je crois que la représentation est très importante. Quand vous voyez quelqu'un qui vous ressemble se plaindre, ça vous pose problème, ça vous dérange, ok? C'est évident, on faut pas se mentir. Hein. C'est un peu comme Donald Trump qui a réagi par rapport aux blancs sud-africains, qui a accusé le gouvernement de génocide. Il a vite réagi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blancs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des réfugiés partout ailleurs que Donald Trump aurait pu sauver ou tirer du pétrin? Absolument. Mais il a choisi de prioriser les réfugiés blancs sud-africains parce qu'ils le ressemblent. Et nous avons tous vu ce qui s'était passé, en tout cas des vidéos en Ukraine, où beaucoup d'Africains se plaignaient, disant qu'ils étaient victimes de ségrégation ou d'un traitement complètement différent comparé au local. Dans beaucoup d'instants, je pense qu'il y a une vidéo qui a circulé où une jeune dame nigériane, je pense d'origine, qui disait pendant que j'essayais de quitter le territoire ukrainien comme le plus clair de la population, qui quittait le territoire à cause de la guerre, cherchant à partir vers la Pologne, on m'a refusé l'entrée dans le train sous prétexte que c'était priorité pour les enfants et les femmes d'abord. Elle a dit, je suis une femme moi aussi. Mais on ne lui a pas répondu. Et quand il a été temps de monter dans ce bus, les Ukrainiens ont dit uniquement les Ukrainiens, littéralement en tant que personne noire. J'ai même menti en disant que j'étais enceinte. Ils s'en fichaient. Je suppliais. L'officiel m'a littéralement regardé dans les yeux et m'a dit, dans sa langue, uniquement les Ukrainiens. C'est tout. Que si vous êtes noir, vous devez marcher. Et cela faisait 8 heures de plus. On lui a pas répondu. Elle a dit, je suis une femme. On lui a pas répondu. C'était évident, c'était clair. C'était pas question d'être une femme. C'était pas question de genre. C'était une question de couleur de peau. Et voilà. On a vu beaucoup d'histoires décourageantes. Et naturellement, est-ce qu'on peut dire que c'est un travail de cleaning, de nettoyage que l'Ukraine est en train de faire maintenant? Ou c'est simplement un travail dans l'objectif de détruire les intérêts russes en Afrique? Coûte que coûte, vaille que vaille. Pourquoi on dirait le second? Parce que rappelez-vous, il y a un temps, au Mali, beaucoup de Maliens étaient tués. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, comme l'a rapporté un monsieur ukrainien, disant qu'ils avaient soutenu les frappes des séparatistes contre les Maliens. Le fait que les rebelles aient reçu les informations nécessaires qui leur ont permis de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes, le monde entier l'a déjà vu. En principe, cela peut être commenté. Nous ne divulguerons certainement aucun détail, mais disons qu'il y aura une suite. Il s'agit d'informations sensibles. Par conséquent, tout ce que fait l'Ukraine se déroule dans les limites et dans le cadre du droit international, en tenant compte de toutes les procédures nécessaires. N'est-ce pas? Enfin, c'était dirigé contre les Russes. Les Russes étaient tués, mais les Maliens aussi étaient tués en masse. Et il faut aussi reconnaître que pendant ce temps, beaucoup de pays africains ne sont pas exprimés. Ils n'ont pas exprimé leur désarroi. Juste après cela, le Mali a coupé tout contact avec l'Ukraine, suivi par le Burkina Faso et le Niger, qui sont en effet les seuls vrais frères en Afrique, parmi les francophones. Pendant ces temps, les autres tapaient gauche à droite, sans réellement savoir quoi dire. Et on s'est posé beaucoup de questions. Peut-être le Sénégal, je crois, on a surmonné l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, qui se réjouissait de la mort des Maliens pendant cette attaque. On lui a dit de ne pas se réjouir. Et il y a eu même certains Sénégalais qui sont partis se recueillir, si pas faire du bruit devant l'ambassade ukrainienne. Je pense qu'on va être juste là, ok? On pourrait comprendre que vous, en tant que pays, quand vous êtes menacé par un pays tel que la Russie, décidiez de rétalier ou de réagir. Mais
aller au point de toucher ou de prendre des vies des autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec l'attaque en Ukraine. C'est inacceptable. N'est-ce pas que c'est inacceptable? Dites-moi, combien de pays européens accepteraient de voir, vous en tant qu'Africain ou étranger, venir en Europe, chercher votre ennemi, tuer votre ennemi et aussi tuer les Européens par la même occasion? Combien de pays européens laisseraient passer cette opportunité de vous remettre dans votre place en vous disant, monsieur, vous ne pouvez pas faire ce genre d'histoire, ou couper carrément le lien avec vous? Si un pays africain partait en Europe et s'attaquait à un autre Africain pendant qu'il s'attaque aux autres Africains qui sont leurs ennemis, il tue aussi les Européens. Vous pensez que les Européens resteraient calmes comme les Africains sont restés calmes? Absolument pas. Alors, la guerre est-elle en train d'être transportée en Afrique? C'est une évidence très importante. Alors, pourquoi la Mauritanie? Je pense qu'il est important de parler de la Mauritanie. On a parlé ici de coopération diplomatique, alimentaire, coopération militaire, technologique, pour contrebalancer l'empreinte russe en Afrique. C'est ça l'objectif de l'Ukraine. Alors, la Mauritanie, pour beaucoup de personnes, est connue tel que le pays le plus raciste du monde. Ah oui. C'est pas moi qui le dis, il y a des rapports qui le disent. En Mauritanie, l'esclavage existe toujours. Ah oui. D'ailleurs, l'esclavage en Mauritanie a été aboli en 1981. L'esclavage a été officiellement aboli en 1981. À peine. Ah oui. Faisant ainsi de la Mauritanie le dernier pays au monde à abolir l'esclavage. Parlons d'un pays africain. Nous savons qu'en Mauritanie, la population est diverse, mais principalement deux groupes. Il y a ceux qui sont arabes ou berbères et ceux qui sont noirs. Et généralement, les noirs sont les esclaves des arabes qui sont généralement directeurs, conducteurs et leaders de tout ce qu'il y a de bien. C'est-à-dire, certains rapports disent qu'en Mauritanie, les noirs y existaient depuis très longtemps. D'autres rapports disent que les Noirs en Mauritanie sont partis pendant l'esclavage des Arabes sur les Noirs. Ok, ce sont des rapports qui se contredisent, mais la réalité est qu'en Mauritanie, aujourd'hui, il y a des Noirs et des Arabes ou berbères. Et les Noirs, généralement, sont sujets à un assujettissement effréné. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2007, on a criminalisé cet esclavage, puis renforcé en 2015 avec une loi considérant l'esclavage comme un crime contre l'humanité et créant des tribunaux spéciaux. Cependant, les amis, l'application de ces lois reste faible et les condamnations sont rares. Donc, bien que l'on sache qu'il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui maltraitent des Noirs, qui les traitent comme des esclaves. Et cet esclavage, ça peut être héréditaire. Hein. Si ton père était esclave, il travaillait pour un monsieur gratos. Toi, tu nais, tu grandis, on te prend toi pour travailler aussi par rapport à ça. Et comme on le dit, les rapports disent que voilà, le gouvernement ne fournit pas de grands efforts pour essayer d'abolir complètement cette histoire. C'est comme ça, on voit ça, on tolère. Okay? Il y a des ONG qui s'élèvent par rapport à ça. Par exemple, l'ONG pour la résurgence du mouvement abolitionniste dirigé par Biram Ban Abeid. C'est un militant actif qui très souvent sont emprisonnés, harcelés et interdits d'activité. C'est ça la Mauritanie. Donc la Mauritanie d'ailleurs, par-dessus le marché, en 1989 jusqu'à 1991, ils sont entrés en guerre contre le Sénégal pour une histoire de terre fertile et tout le bazar. Et pendant ce temps, la Mauritanie a renvoyé plusieurs Noirs mauritaniens au Sénégal pour aller y vivre. On les a rejetés disant qu'ils n'étaient pas mauritaniens. Et d'ailleurs, ce n'est qu'après plusieurs années que la Mauritanie reconnaîtra que ces Noirs sont mauritaniens et peuvent rentrer à la maison. Et parmi ces Noirs-là qui sont partis au Sénégal, beaucoup ont choisi de ne jamais rentrer en Mauritanie, disant qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise au Sénégal qu'ils ne se sentent en Mauritanie. C'est ça l'impact même psychologique. Donc, malgré les réformes, les pressions internationales, les cas d'esclavage subsistent normalement dans les zones rurales. Alors, en récapitulation, nous avons ici l'Ukraine qui vient en Afrique, okay, en correspondance avec la Mauritanie. Une Mauritanie qui reçoit à peu près 220 millions de dollars l'année dernière seulement pour presser contre l'immigration illégale. L'immigration illégale, vous savez, c'est généralement les Africains, les Noirs. Hein. Les Européens ont payé 220 millions de dollars pour pas que les Noirs traversent. Alors, comment on fait pour décourager les Noirs de partir? On vous tabasse, on vous bat. On s'assure que vous rentrez avec un message très clair pour vos compatriotes et frères. Il faudrait que quand tu rentres, tu leur dises la vérité. Écoute, je suis parti là-bas, on m'a rossé. Regardez tout ça. Ils reçoivent 220 millions, en tout cas, l'année passée, c'est ce qu'ils ont reçu. Maintenant, en collaboration avec l'Ukraine, dans une coopération, ouverture d'ambassade, coopération militaire, nourriture qu'on leur donne, politique, technologie. Dans l'objectif, à travers l'expérience qu'ils ont acquis contre les Russes, de contrecarrer la présence russe. En soutenant les réfugiés maliens qui sont là, d'après les Mauritaniens, et certains groupes qui disent que la plus grande partie de ces réfugiés maliens seraient séparatistes. Seraient, je dis bien, seraient séparatistes. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est une guerre ou pas? Il y a des pays africains ici qui, évidemment, ont ouvert leurs ambassades. On a ouvert les ambassades pour la présence ukrainienne. On parle du Ghana, Côte d'Ivoire, la RDC, Mozambique, Botswana, Rwanda, Mauritanie, Tanzanie. Alors, pouvons-nous dire que l'Ukraine est nécessairement mauvaise parce que beaucoup de Noirs ont eu des difficultés pendant ce moment de guerre? Probablement pas. Disons que c'était un moment particulier où les Ukrainiens eux-mêmes ne savaient pas quoi faire. Alors,
Pouvons-nous peut-être dire que l'Ukraine a changé de casaque, disant elle veut vraiment maintenant avoir une vraie amitié avec les Africains? C'est une possibilité. Pouvons-nous dire que la Russie sera pour toujours fidèle aux Africains parce que la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique? Ah bah, c'est très difficile à dire parce que, écoutez, la politique, la géopolitique, la géostratégie peut changer. Le cas dans l'histoire est très évident. Regardez par exemple, les Américains étaient grands amis aux talibans ou aux moudjahidines pendant qu'ils combattaient l'URSS à l'époque. Aujourd'hui, ils sont les ennemis, les pires ennemis. Alors ce sont des choses qui viennent et qui partent. Qui a raison, qui a tort dans cette histoire? Point d'interrogation. Mais la réalité est celle-ci. L'Africain pour toujours doit d'abord regarder ses propres intérêts. Et l'Africain ne doit en aucun cas se lancer dans une guerre interne pour des intérêts externes. God bless.